On passe au micro-trottoir avant de rejoindre Olivier Faure et Benjamin Morel. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc Les représentants ne nous écoutent pas. La vie de chacun est difficile à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Non, je ne sais pas quelles sont les élections qui arrivent bientôt. Les gens qui sont nécessiteux, qui ne sont pas du tout vus, entendus. Je pense que ceux qui nous gouvernent de tous les partis, à part quelques exceptions, sont complètement coupés de la réalité de la vie quotidienne de tout le monde. Je pense que le référendum, avec parcimonie sur certains sujets, peut être bon, sur des faits de société et des choses bien définies, quoi. J'ai voté à 18 ans et 2 jours la première fois où j'ai voté. Chaque fois que je mets le bulletin dans l'urne, même s'il est blanc, ça m'est arrivé de prendre le bulletin blanc, j'ai un moment d'émotion. Je crois que c'est le seul moment où j'ai l'impression de participer viscéralement à quelque chose. Voilà. Et ce qui me manque, moi, c'est cette envie-là. je pense que le vote peut être obligatoire si on a la possibilité de voter blanc et que le vote blanc est reconnu. Quelque chose qui soit prévu dans le cas où M. Blanc soit élu, de transitoire. Et puis il faut reconvaincre, il faut attendre que quelqu'un soit réellement élu. On se retrouve avec des présidents et en fait en cumulé, ils ont récolté 20 ou 25% des voix. Mettre ça sous le tapis, c'est pas acceptable. On a 18 ans, qu'on a le droit de vote, on est tout fou, on se dit qu'on a le droit de voter et que qu'on a pouvoir dans la société. Et puis après, on voit que les programmes ne sont pas forcément appliqués. Je pense qu'ils devraient créer d'autres lois ou bien les lois qui sont déjà établies, les renforcer en fait. Parce que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent, c'est pas à nous de s'occuper de ce genre de choses en fait. La prise de décision, elle est au sommet. C'est des arbitrages globaux, mais du coup qui ne peuvent pas rentrer dans les particularités de la vie des gens. Donc ça maintient un certain équilibre, mais ça ne donne pas le sentiment qu'on est considéré dans nos spécificités, on va dire. Ça marche globalement. C'est un petit peu, oui, ce que tu dis, quoi, cette bulle à un moment donné qui fait qu'on est complètement très loin, quoi. Et pas très loin que des élus, même des structures qui les représentent, je dirais géographiques ou architecturales. Que moi, je voulais faire des choses dans des lieux bien précis, parce que je trouve que c'est important aussi pour les personnes avec qui je travaille, qu'à un moment donné, par exemple, des représentations dans un lieu public. Mais quand je dis public, c'est de la République. Et je trouve que c'était important que les gens s'approprient tout d'un coup. Je dis, ouais, notre mairie, par exemple, j'y vais pas que pour râler. J'y vais aussi pour voir des choses, pour partager des choses, etc. La Convention Climat semblait sur le papier une très belle initiative qui a mobilisé de nombreuses personnes qui ont eu des idées géniales. J'ai l'impression que c'était juste pour occuper les gens et que rien n'a été retenu. Donc ça a distrait les partisans de l'écologie et donné beaucoup d'espoir à une écoute éventuelle, mais qu'il n'en est rien. Je ne me sens pas de m'investir en politique parce que je pense que je n'ai pas les compétences pour, je ne sais pas faire. Je suis investi à un certain moment dans l'associatif, voilà, mais politique, non, c'est pas mon truc, non. Trop paresseux, je pense. On a peu de temps finalement pour s'investir. Du coup, c'est ceux qui ont le temps. Quand on donne la possibilité de le faire, c'est ceux qui ont le temps qui saisissent ça, et ceux qui ont le temps, pas forcément représentatif de la totalité des gens. Plutôt peut-être sur le mode, on est détaché de notre travail, on perçoit une rémunération, je ne sais pas, notre entreprise est aidée pour qu'on puisse décrocher une semaine par mois de temps en temps, ou une journée pour réfléchir à des questions citoyennes. J'ai pas voté des milliards de fois pour des présidentielles, et il y a quand même eu 2 fois dans ma vie où j'ai voté pour quelqu'un contre quelqu'un. Et moi j'en ai assez de faire ça, mais en même temps je peux pas me permettre de voter pour elle, jamais de la vie. Il s'agit de Marine Le Pen. D'un autre côté, je me dis, comme beaucoup d'entre nous, j'en ai marre donc je vais voter blanc. 5e République ne semble plus être apte à représenter les concitoyens de manière appropriée aujourd'hui. Une 6e République, comme certains partis voudraient mettre en place, déjà qu'on applique bien la 5e République avec toutes ces lois correctement, ça serait un grand pas vers la République. Et puis maintenant, vraiment, s'il y a des choses qu'il faut revoir, il y a des lois et on les fait vivre et évoluer avec la société, ce qui est tout à fait normal. Une République, elle évolue avec la société. Il y a quelque chose quand même qui pourrait être fait, et clairement, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire plusieurs mandats. Aussi que la politique ne soit pas un métier, que n'importe qui d'ailleurs puisse, s'il veut, s'engager dans la vie politique, mais ne pas en vivre, exercer pour le collectif pendant un temps, donc décrocher de sa vie civile. Si on rend la politique un peu désintéressée, on a de meilleures chances d'avoir des personnes qui vont faire des choses dans l'intérêt collectif, quoi. Donc nous voilà dans la conclusion de cette
soirée. On a évoqué la démocratie citoyenne, on a évoqué la question de nos institutions de la Ve République, on vient d'évoquer la question de la décentralisation et des territoires. Donc nous ont rejoint à nouveau Benjamin Morel, merci d'être là, et évidemment Olivier Faure, qui va peut-être nous donner ses premières impressions sur ces trois problématiques distinctes qui font l'objet du livrable, donc qui sera, je crois, disponible demain sur le site du Parti socialiste. Donc peut-être ton point de vue déjà un peu global sur tout ce qu'on vient de se raconter pendant 1h30. Beaucoup de choses très riches. Donc je vais d'abord quand même commencer par réagir à ce que je viens d'entendre pour le dernier citoyen qui a parlé. Parce que la vie politique, elle n'est pas réservée à des gens qui exerceraient le métier politique. Ça n'est qu'une fonction. Et à tout moment, en fait, c'est un bail qui peut se terminer. À tout moment, on peut ne pas être réélu. Et la vérité, c'est que la durée moyenne de vie d'un parlementaire, si je puis dire, enfin de vie parlementaire, c'est 1 mandat et demi. C'est dire que la plupart des parlementaires, en fait, ne font qu'un seul mandat et d'autres connaissent une vie élective plus longue. Donc il y a aussi beaucoup de légendes. Mais il y a aussi beaucoup de vérité dans ce qui est dit. Et ce divorce qu'on constate, il est même de plus en plus profond. Et ce n'est pas une nouveauté que de le dire. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on l'observe, mais ça fait 30 ou 40 ans que malheureusement, on n'agit pas suffisamment profondément pour enrayer cette crise démocratique. Donc, je vais vous raconter simplement une histoire qui n'est pas une histoire inventée, qui est une histoire vraie, qui est ma rencontre avec des Gilets jaunes il y a donc maintenant près de 2 ans. C'était au lendemain des événements qui ont bouleversé une part du pays avec ces gens qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. Et donc je viens les voir et je leur dis, mais est-ce que vous cautionnez cette violence qui est insupportable aux yeux de tous? Et ils me connaissent, ils me disent, monsieur le député, on vous aime bien, mais vous, à l'Assemblée, quand vous déposez des amendements dans l'opposition, combien d'amendements vous arrivez à faire reprendre? Alors, je leur dis, honnêtement, c'est faible. D'accord. Quand les syndicats ont été manifestés contre la loi Pénicaud, contre la loi SNCF, combien d'éléments de ce qu'ils portaient ont été repris par le gouvernement? C'est vrai, aucun. Mais ils me disent, nous, en fait, on a manifesté, il y a eu des violences, le lendemain, il y a eu un chèque de plusieurs millions, de centaines de millions d'euros. Donc, qu'est-ce qui est efficace en démocratie? Est-ce que c'est la violence ou est-ce que c'est le dialogue? Et donc, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on approfondit, est-ce qu'on rétablit les canaux démocratiques qui permettent à chacun de se sentir représenté? Et tout le problème depuis, pas seulement depuis 4 ans, mais enfin, ça s'est exacerbé depuis 4 ans, quand vous avez un président qui considère que les corps intermédiaires ne valent rien, que le Parlement peut être méprisé, que les collectivités locales n'ont pas leur voix au chapitre, qu'il est le seul à décider de tout, la colère finit par l'emporter parce qu'en réalité, il n'y a aucun moyen d'être représenté. Et si aucun moyen d'être représenté, la violence peut devenir le moyen de ceux qui n'en ont pas. Je ne le cautionne pas et je ne l'excuse pas. Mais je veux dire que c'est malheureusement le mode de pensée dans lequel sont rentrés nombre de nos concitoyens. Et donc, ce soir, ce qui a été porté par les uns et par les autres, et je remercie notamment Éric Kerrouche, qui est l'architecte principal de ce texte de ce soir, c'est d'avoir permis de dire « oui, on peut approfondir la démocratie ». Oui, il est possible que les citoyens aient plus de place. Oui, il est possible que les collectivités locales aient plus de pouvoir. Oui, il est possible que nous rééquilibrions les pouvoirs entre un président omnipotent, omniprésent, jupitérien, qui est le seul président dans les démocraties occidentales à concentrer dans ses mains un pouvoir aussi important. Certes, il n'est pas le président des États-Unis au sens où il n'a pas la puissance des États-Unis, mais il est plus puissant que le président américain. Et moi, je préfère largement ce que connaissent les démocraties européennes, c'est-à-dire un chancelier, un président du gouvernement, un Premier ministre qui sont responsables devant leur majorité, qui ont aussi un droit de dissolution à l'endroit d'une majorité qui peut être turbulente ou d'un Parlement qui peut ne plus être en capacité de se réguler et donc de trouver des majorités, mais c'est un rééquilibrage complet. Et plutôt que de parler de constituante, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'une 6e République, mais moi je ne sais pas ce que c'est que la 6e République. Ce que je sais, c'est qu'une constituante, eh bien, elle devrait être élue. Elle devrait être élue par les citoyens. Elle pourrait même être élue par des gens d'extrême droite. Et elle mènerait à quel type de constitution? C'est la raison pour laquelle il faut avoir des propositions claires, concrètes, qui permettent
d'aller vers les Français en leur disant, ben voilà, nous, on veut faire évoluer les institutions parce qu'on pense qu'évidemment, elles doivent être plus démocratiques. Donc tu partages finalement ce diagnostic qu'il y a une crise démocratique, que notre démocratie est réformable. Et dans ce projet qu'on présente ce soir, je te pose la question à chaque fois, mais tu n'y réponds jamais. Quelles propositions te semblent la plus essentielle, les plus essentielles ? Bon, il y en a plein. En fait, c'est difficile de répondre à chaque fois en une seule, mais je vais donner quelques exemples. Moi, je souhaite que pour les collectivités locales, on puisse leur donner plus d'autonomie, leur permettre d'expérimenter un certain nombre de solutions. Je souhaite que pour le rééquilibrage dans l'exécutif, eh bien, le droit de dissolution soit transféré au Premier ministre. Et je souhaite qu'on puisse avoir des procédures de référendum citoyen qui soient accessibles, même si elles doivent être encadrées, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus ouvrir une boîte de Pandore qui conduirait à toutes les démagogies et à toutes les exercices qui seraient complètement fous de ce droit. Mais voilà, il me semble qu'il faut être un peu, on dit disruptif, j'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas obligé de se dire que c'est la crise depuis 40 ans et qu'on va rien toucher. On revient vers toi, Olivier, mais Benjamin Morel, on vous a déjà entendu tout à l'heure. D'une certaine manière, si on avait fait ce débat il y a peut-être quelques années, on aurait parlé uniquement des institutions. Et aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de démocratie, on est obligé, et on le fait avec bonheur, mais de parler de démocratie citoyenne, de parler de notions qu'au fond, il y a ce même débat, il y a 5, 10, 15 ans, n'aurait peut-être pas existé comme il a commencé tout à l'heure, de la même façon que sur la décentralisation, on voit bien à quel point c'est aussi une respiration démocratique. Donc, est-ce que vous trouvez sain d'une certaine manière, et comment vous analysez le fait que quand on parle en 2021 ici au Parti socialiste de démocratie, on ne passe pas seulement de nos institutions nationales, mais qu'on a au fond ce triptyque qu'on a considéré comme une espèce de continuum au fond essentiel. Oui, tout bêtement parce que vous avez une fragilisation aujourd'hui du sentiment de représentation dans les institutions. En réalité, on parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, ça a deux pieds. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le sentiment que, nous ne sommes plus représentés. Et que ce qui est représenté au Parlement, ce n'est plus tout à fait le peuple. D'où la nécessité d'une plus grande démocratisation. Et de l'autre pilier, c'est un sentiment d'impotence de l'État. Grosso modo, l'État ne peut plus. Je suis gilet jaune. Les gilets jaunes étaient en réalité très rousseauistes. Chacun a sa petite part de souveraineté. Je mets ma petite part de souveraineté dans la machine. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il en sort? Lorsque j'ai besoin que l'on remplisse mon frigo et qu'on me répond « Ah mais non, il n'y a plus d'argent. Ah mais non, il n'y a plus de budget. » À ce moment-là, je veux récupérer le contrôle de l'État. La question du RIC dans la crise des Gilets jaunes arrive dans un second temps. D'abord, les préoccupations sont économiques et sociales, parce que l'État ne peut ou ne veut pas y répondre. À ce moment-là arrive la préoccupation institutionnelle et démocratique. C'est-à-dire que parce que justement vous avez un blocage institutionnel, il y a cette nécessité de pouvoir. Et puisque l'État ne peut pas, alors que l'État est l'instrument de la souveraineté du peuple sur lui-même et sur son destin, il s'agit de reprendre ce contrôle-là. Si on ne règle pas les deux aspects, on ne résoudra pas profondément la crise démocratique. Par rapport à ça, il faut en effet mettre en vision la possibilité du peuple d'agir à nouveau sur son destin. Prenons ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, pourquoi est-ce que le sentiment de satisfaction par rapport à la gestion de cette crise sanitaire a été meilleur en Allemagne, en Italie qu'en France? Pas forcément parce que cette crise a été mieux gérée ailleurs qu'ici. On voit qu'au vu de la situation, les grandes appréciations qu'on avait sur la gestion aujourd'hui peuvent rendre modestes. Mais en réalité, parce que, il y a eu une vraie délibération sur la manière de mener la politique sanitaire. Parce que vous aviez plusieurs partis qui avaient comme nécessité de s'entendre et de mettre dans le Parlement devant les yeux des citoyens, en scène les débats qu'il pouvait y avoir sur cette crise sanitaire pour justement en tirer une solution qui était une solution collective. En France, on n'a pas eu ça. On a eu au contraire un cloisonnement de la décision dans le cadre du Conseil de défense. Le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, en réalité, c'est une sorte de miroir de l'opinion publique, d'une sorte de rétrécissement de l'espace public pour montrer et pour rendre en miroir au peuple ce qu'il est
et les débats qu'ils devraient avoir si jamais ils pouvaient débattre sur une agora démocratique à l'athénienne. Ça, aujourd'hui, nous l'avons perdu. Il est important de le retrouver si on veut retrouver le sens de nos institutions. On peut l'avoir évidemment également au niveau local, et ça implique, encore une fois, de repenser la participation du peuple en politique, mais là-dessus, il y a réellement des choses à faire. Et j'aimerais dire quelque chose, parce qu'en réalité, on a eu beaucoup d'occasions manquées. Prenons l'inversion du calendrier électoral qu'on évoquait tout à l'heure. Prenons la modification du mode de scrutin, avec potentiellement une proportionnelle. Je rappelle que la proportionnelle, dans les études comparatives, c'est plus 7 points de participation, plus 12 points de participation chez les jeunes, et c'est un sentiment de satisfaction vis-à-vis des politiques publiques bien plus grand que dans un suffrage, que dans un scrutin majoritaire, qu'on est les seuls en Europe à utiliser avec les Anglais. Eh bien, ça passe par une loi ordinaire. C'est-à-dire que lorsque une nouvelle majorité arrive au pouvoir, souvent, l'excuse, c'est le Sénat. Le Sénat bloque. Gérard Larcher n'est pas d'accord, donc du coup, nous ne pouvons rien faire. En réalité, on peut profondément modifier notre régime politique sans même toucher une ligne de notre Constitution. En changeant des lois ordinaires et des lois organiques, en changeant des calendriers électoraux et des modes de scrutin, vous pouvez changer aujourd'hui la face de nos institutions et la face de notre démocratie. Et ça, encore une fois, c'est à la portée de n'importe quelle majorité, Sénat ou pas. On peut donc faire la 6e République dans la 5e République. C'est pas une question d'ordinal, c'est-à-dire qu'on se focalise, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, sur 6e, 5e. En réalité, quand vous lisez les projets de 6e République, vous en avez qui sont présidentiels, d'autres qui sont parlementaires, vous pouvez tout mettre derrière la 6e République. Et par ailleurs, une constitution, ça ne produit jamais, lorsqu'on l'écrit, tout à fait les effets que l'on escomptait. La 3e République, elle a été pensée par des monarchistes, avec du coup cette idée qu'on allait avoir un président de la République en attendant au roi, et que si on n'avait pas de roi, on aurait quand même un président de la République fort. En réalité, le président de la 3e République n'a pas eu beaucoup de pouvoir. Quand Michel Debré écrit la Constitution de la 5e République, il ne pense pas à un régime tel qu'on le connaît aujourd'hui, il pense à un régime à l'anglaise, avec un Premier ministre très fort, avec un Conseil constitutionnel un peu croupion, garde fourrière du Parlement. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, partir dans un processus de nouvelle rédaction constitutionnelle, pourquoi pas, ça permet de motiver, mais en tous les cas, il est important de penser que la manière dont on ajuste un certain nombre de mesures peut profondément changer la face de nos institutions, que ce n'est pas une question d'ordinal, que ce n'est pas une question de tabula rasa, c'est vraiment une question qui est une question d'ampleur limitée quant aux mesures, mais de grands effets quant à leur portée. Merci. Olivier, peut-être nous dire si tu partages ces propos sur... D'accord. Non, absolument. Et c'est vrai que... bon... C'est toujours très délicat parce que, en fait, les politiques eux-mêmes vivent dans un système qu'ils connaissent parfaitement, dont ils maîtrisent les règles du jeu et ont toujours des hésitations à bousculer ces règles parce qu'ils ne savent pas quels sont les effets qu'ils produiront. Mais désormais, on sait qu'il y a un effet qui est produit, c'est l'abstention généralisée, c'est le sentiment de déconnexion qui a atteint jusque dans les profondeurs de notre pays, et donc il faut aujourd'hui évidemment bouger. Juste une proposition que j'aurais pu faire aussi, qui n'est pas spectaculaire là non plus, mais qui est dans le texte, qui est une proposition que je porte depuis longtemps et qui est celle de droit d'amendement citoyen. Ça peut paraître assez illusoire, mais moi ce que j'ai toujours vécu, c'est ce que me disent les gens, c'est qu'on a le sentiment, quand on est un simple citoyen, qu'on ne peut pas, entre deux élections, s'adresser au pouvoir. Parfois, on peut avoir tort. Et ce que le droit d'amendement citoyen, c'est quoi? C'est de dire que X milliers de personnes peuvent co-signer un amendement. Ensuite, il est débattu dans les mêmes conditions que les autres au Parlement. Et ça veut dire que les gens qui ont laissé leur email, par exemple, recevront la réponse des différents groupes parlementaires. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de peser sur le débat, d'une certaine façon, mais aussi de se retrouver avec une réponse. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser... On me disait souvent, mais tu te rends compte, il y a des gens qui vont poser des amendements débiles, qui vont proposer des trucs démagogiques, etc. Mais je vais dire, mais presque tant mieux. Je lis tellement de mails circulaires qui sont absurdes, qui sont faux, etc. Mais si les gens veulent déposer des amendements sur ces rumeurs, sur ces préjugés, etc., ben, qu'ils le fassent. Et au moins, ils auront une réponse. Aujourd'hui, ils sont sans réponse et ils restent, en fait, avec le sentiment qu'il y a deux mondes qui évoluent de manière parallèle, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc, faisons se rencontrer ces deux mondes. Juste peut-être une précision. Sur la proportionnelle, tu y es favorable?
sur l'introduction de la proportionnelle, parce que c'est ce que vous proposiez. Donc voilà, et puisque tu as dit absolument dans un tout, je voudrais avoir une précision. Personnellement, ce n'est pas une position du Parti socialiste. Moi, ma position personnelle a toujours été assez réticente, pour des raisons que je ne peux pas expliquer en 2 secondes. Mais moi, je souhaite à la fois qu'il y ait plus de représentativité, évidemment, mais je souhaite aussi qu'il y ait une forme de stabilité et qu'on ne soit pas empêché. Parce que le risque de la proportionnelle, c'est aussi l'éclatement du paysage politique et l'obligation de former des coalitions, parfois de briques et de broc, et qui peuvent nous conduire à aussi une forme d'impuissance. Donc c'est là mon hésitation, mais je suis prêt à me laisser convaincre. Voilà. Bon, écoutez, pour conclure cette séquence, je voulais d'abord remercier Donatelle, qui est notre dessinatrice, qui nous est trop loin pour qu'on les voit, mais vous, sur vos écrans, vous avez pu voir les dessins qui ont marqué tout au long cette séquence, cette heure et demie qu'on a passée ensemble. Vous représentez le document, donc Mettre à jour notre démocratie, il fait 18 pages, il est relativement bref, mais je dis quand même pour la conclusion qu'après le travail, qu'après la santé, qu'après la justice écologique, qu'après l'éducation et maintenant les institutions, loin d'être dans le buzz, la petite phrase, ou même le climat de violence que tu caractérisais encore cette semaine sur la vie politique, dans la scène politique, eh bien, c'est presque 150 pages de production sur les différents thèmes qu'on vient de citer, qui ont été produits par le Parti socialiste depuis le mois de janvier. C'est pas fini, puisqu'on se retrouve le 8 juillet prochain pour notre dernière séquence avant l'Université TD de Blois, qui sera peut-être aussi la synthèse de tous nos travaux. Et je vous rappelle, comme les fois précédentes, qu'on peut, tout au long des prochaines semaines, sur les sujets précédents comme sur celui-là, continuer à commenter nos propositions, à les alimenter sur le site rdv2022.fr. Voilà, c'était la 5e séquence du live du projet. Merci de nous avoir suivis. Merci Olivier, merci Benjamin. Merci à vous. Merci à tous les invités.